Ludovic Belcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Fonds pour l'innovation numérique de la presse, financé par Google. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette saison 2, car il s'agit de la deuxième année du fonds? Absolument. Donc seconde saison, comme vous dites, de cette expérience qui est d'abord assez unique, de partenariat entre Google et les éditeurs français. Donc les titres d'information politique et générale peuvent tous candidater, en tout cas déposer des projets au fonds, et les projets retenus, nous en finançons 60%, jusqu'à 60% du montant, 40% restant étant à charge de l'éditeur. Nous avions eu en 2013 39 dossiers déposés, on en a retenu 23. Quand je dis on, c'est le conseil d'administration, les administrateurs du board qui votent. Et 2014, 44 dossiers déposés et nous en avons retenu 30 dossiers. Je crois que ça témoigne surtout d'une vraie vivacité. Et ce qui se témoigne d'une vivacité, c'est un, qu'on a eu plus de dossiers que l'année précédente, deux, qu'il y a de plus en plus de diversité, qui était à mon avis un point absolument essentiel. Et on a notamment, alors moi j'aime pas tellement cette idée de pure player versus ancien acteur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on range dans pure player? On dit c'est les queues online, mais qu'est-ce que vous faites, pour prendre un seul exemple, d'un titre comme l'Opinion, qui existe que depuis quelques années, qui est de la PQN, mais qui est... Voilà, donc moi je parlerais de nouveaux players, on va dire, et là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 30 projets, 13 dossiers retenus sont des titres qui sont soit pure player, soit nouveaux players, donc dans cette catégorie de nouveaux entrants qui viennent un peu proposer des nouveaux modèles, essayer des nouvelles choses, et donc c'est presque la moitié, c'est 44% exactement, et ça je crois que c'est un des vrais succès. Moi c'est vrai qu'il y avait trois idées qui m'animaient quand j'ai démarré avec ce fonds. C'était innovation, comment on peut pousser vers l'innovation, comment on peut essayer d'avoir des projets précis, périmétrés, anglais, qui viennent avec des modèles d'affaires, en tout cas des estimations de modèles d'affaires cohérents, parce que le but c'est de générer des relais de croissance. Et puis, bien entendu, la transparence, c'est pour ça qu'on communique comme ça là-dessus. C'est pour ça qu'on a organisé aujourd'hui une journée où 24 éditeurs français sont venus parler de leurs problématiques, échanger là-dessus. Je crois que c'est très important. Et puis, le dernier point, c'était la diversité, qui me paraît absolument essentielle. Alors évidemment, beaucoup de projets sur la monétisation, c'était déjà le cas en année 1, c'est le cas en année 2. Les éditeurs sont clairement à la recherche de revenus, mais sont aussi à la recherche de modèles qui vont permettre de mieux engager, mieux fidéliser, construire des relations plus profondes avec les audiences. Et donc c'est beaucoup de projets de paywall, de zones payantes, ou bien de monétisation via des produits de niche, des produits B2B, donc il y a aussi de la diversification. Et puis l'autre partie, c'est la data. Alors on pense souvent data journalisme, on en a eu, mais là c'est quand même beaucoup de projets dits big data ou data user, où le but est de connaître grâce aux data son audience, être capable de mieux la suivre, être capable de mieux la qualifier pour deux choses, enfin pour tout un tas de choses. D'abord, quand on connaît mieux son audience, on sait mieux lui parler, donc ça peut provoquer des changements extrêmement profonds dans la façon de conduire et de faire évoluer sa proposition de valeur éditoriale, même s'il ne s'agit pas d'être dicté par l'audience, mais savoir ce qu'elle consomme c'est, à mon avis, une démarche assez intelligente pour essayer de fabriquer des produits qui correspondent à des nouveaux modes de consommation. Et puis, ça permet évidemment d'avoir une qualification qui va permettre au moins de maintenir les CPM, donc les revenus publicitaires, si ce n'est de les monter. Et puis, la troisième partie qui est, à mon avis, très intéressante, notamment pour ceux qui réfléchissent en termes de payants, c'est d'être en capacité, y compris sur des audiences plus de niche, de connaître suffisamment son lecteur pour lui proposer des produits qui vont correspondre à ses usages et qui vont permettre de monter le panier moyen, le revenu moyen par utilisateur. Et donc on a bien vu, notamment ce matin, avec des débats entre ceux qui ont une approche de groupe, où ils essayent vraiment d'avoir une approche très centrée sur la pub, très centrée sur le targeting et des choses comme ça, comment d'autres essayent au contraire d'avoir quelque chose d'extrêmement fin, une granularité extrêmement fine pour essayer d'aller proposer non pas le contenu nécessairement le plus adapté, mais en tout cas pas de produire du contenu à la demande, voilà, mais par contre d'agglomérer du contenu en fonction des usages. C'est un peu le modèle Netflix, on va dire.
Prenons Challenge Soir, c'est un très beau produit éditorial. Il n'a visiblement pas encore trouvé son chemin économique et son public. On voulait aussi partager ce qui ne marche pas, parce que c'est de là qu'on tire un enseignement. Il n'empêche que je pense que pour ce produit, et on est plusieurs à le penser, il y a un espace, il s'agit de le trouver. Donc ce n'est pas un produit, je ne dirais pas que c'est un bon produit, je ne dirais pas qu'il ne marche pas. Je dirais que pour l'instant, il n'a pas encore trouvé son espace. Ça ne veut pas dire que demain, ils n'arriveront pas à le positionner. C'est l'objectif de ce fonds, justement, d'essayer et de peut-être parfois d'échouer temporairement et de repartir? L'objectif est de prendre des risques, l'objectif est d'être dans le test and learn. Et évidemment, il ne s'agit pas de financer n'importe quoi, il faut que les estimations soient quand même crédibles, mais il est évident qu'il y a une part de créer cet espace qui soit à la fois un mode laboratoire, un mode itératif et un endroit. L'innovation, ça ne va pas sans prise de risque. Donc, chercher, creuser, essayer de trouver. Alors ensuite, il y avait un autre point derrière votre question qui était finalement, il n'y a pas beaucoup d'innovation disruptive. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation de rupture absolue. En revanche, je pense qu'il y a deux disruptions majeures qu'on voit assez en transversal sur beaucoup de sujets. Le premier, c'est la façon dont de plus en plus on s'intéresse à l'audience, aux consommateurs d'information, et on essaye de regarder quels sont les usages des lecteurs pour essayer de réfléchir à la façon d'apporter et de mettre en scène l'information et les contenus existants. Ça, je crois que c'est une vraie évolution. Et puis ensuite, il y a quand même des produits qui sont quand même radicalement nouveaux, et dans leur mise en scène et dans les contenus qu'ils vont chercher. Prenez la stratégie mobile du Monde, elle est radicalement nouvelle. Au début d'ailleurs, elle a surpris les habitués de l'ancienne application, et puis finalement on se rend compte qu'elle a généré de l'engagement de façon assez exceptionnelle, que les gens la consomment beaucoup plus. Donc là, on a quelque chose qui est plus que de l'ordre d'une évolution, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits pour des nouveaux usages et des nouveaux modes de consommation. Prenez le reader de Slate, je ne sais pas encore s'il a trouvé son public, mais il y a une recherche là d'aller agréger des contenus venus des réseaux sociaux qui est extrêmement intéressante. Prenez Facta, par exemple, qui, eux, veulent créer une sorte de data factory avec une approche jamais vue. Donc voilà, on n'est pas forcément dans la technologie disruptive, mais on est vraiment dans des approches qui deviennent, pour certaines, très intéressantes en termes de recherche-développement, et pour d'autres, oui, on est plus dans une évolution absolument importante et fondamentale, même si ce n'est pas une rupture absolue. Mais je ne sais pas s'il faut tout le temps aller chercher la rupture, par ailleurs. Parfois, dans certains projets, on avait l'impression qu'on découvrait l'audience numérique, qu'elle était différente, qu'elle était spécifique, et qu'on peut-être on devait quand même avoir une approche numérique. On a l'impression que ça ne va pas très vite quand même. Dans la situation actuelle où sont les journaux, on pourrait attendre des responsables digitaux de ces grandes rédactions des changements plus radicaux, des engagements, des visions éditoriales et technologiques plus fortes. Or là, on a des discours parfois où on se dit, bon, on est peut-être en 2010, 2009. Je crois qu'il faut être sincère, les points de départ de chacun sont souvent radicalement différents. Et d'ailleurs, nous, on regarde l'innovation non pas en tant que telle, parce que c'est très difficile à palper, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais l'innovation en fonction du point de départ de l'éditeur. Il est évident qu'un titre de presse régionale ou un hebdo qui était quasiment inexistant sur le digital, quand il crée une nouvelle publication, quand il crée une zone payante, il est dans la rupture par rapport à son modèle, et il est totalement innovant, même si il peut avoir 1 an, 2 ans, 5 ans de retard versus d'autres éditeurs français, et parfois 10 ans de retard sur des éditeurs américains. À un moment, je crois que ce qui a basculé, c'est que plus personne se pose la question de est-ce qu'il faut y aller. Aujourd'hui, les audiences sont sur le numérique, aujourd'hui les lecteurs consomment autrement l'information, et même si la bascule n'est pas toujours radicale, même si beaucoup de groupes restent
très centré, le centre de gravité n'a pas encore basculé sur le numérique. Ce qui est évident, c'est que maintenant tout le monde y va. Et je note quand même que chez certains éditeurs dont vous parlez, ils viennent avec du retard, mais ils font un truc intéressant, c'est qu'ils ne se copient pas. Eux ne prennent pas exactement les mêmes recettes et essayent d'inventer leur petite musique. Et ça, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que je crois que le grand enseignement, c'est vrai pour la presse, les médias, mais c'est vrai globalement de cette disruption numérique, c'est que l'espèce de modèle qu'on peut aller copier, calquer, on va s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis, on le calque ici, très franchement, ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est de trouver une petite musique cohérente avec sa proposition de valeur éditoriale, avec son lectorat et avec ses coûts de structure évidemment et sa proposition commerciale. Ludovic Blacher, merci beaucoup. Je vous en prie.